Donc Jérôme, tu as maintenant une chronique que tu as baptisée Ticket to Teach. Effectivement. Et alors, c'est même la spécificité pour pouvoir être sûr de tenir dans le temps, c'est même rédigé. Donc, je vais voir, c'est un test. Enfin, ça fait partie de nouveauté. Ça fait partie de la nouveauté. Et donc, bonjour à toutes et à tous. Je cherche désespérément où est passée la caméra. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans cette première chronique, Ticket to Teach. Donc, c'est un petit clin d'œil à Ticket to Ride, donc le jeu d'Alan Harmoon, Les Aventuriers du Rail. On pourra en faire une super chronique d'ailleurs sur ce jeu qui est une très très belle passerelle pour pouvoir apprendre à jouer. Alors aujourd'hui, on embarque pour un voyage immersif et subjectif au cœur de mes explorations ludopédagogiques. Le but de ces chroniques, partager les apprentissages qui m'ont marqué et les découvertes qui m'ont passionné, surpris, étonné. Cependant, aujourd'hui, je vais commencer par un sujet qui me tient à cœur, mais que je n'aime absolument pas. Et je veux parler de la triche. En fait, et pire que la triche, ceux qui la pratiquent, les tricheuses et les tricheurs. Je cherche. Mais je dois regarder. Personne ne se sent concerné. Mais rassurez-vous, en fait, je ne parle pas spécialement de vous, évidemment. Mais c'est parfois intéressant et salutaire de pouvoir rappeler à son entourage que certains comportements peuvent transformer ma sécrétion hormonale d'ocytocine, positive donc, en une véritable tempête de colère et de déception. Alors pourquoi vous parler de la triche aujourd'hui ? Petit flashback, nous avons été avec Damien en juin dernier. On a été invités par des collègues de l'Université de Toulon. C'est des collègues qui avaient fait la deuxième promotion du bootcamp Se former à la ludopédagogie et ils nous avaient conviés à leur journée d'initiative pédagogique. On remercie au passage Rita, Thomas et Frédéric également. Et on lui souhaite d'ailleurs à Frédéric une belle retraite. Je crois qu'elle est maintenant en retraite. Et au cours de ce déplacement, qui était extrêmement chaleureux, on a été accueillis pour boire un petit verre sur la place de l'Équerre. Et au cours de cet échange, évidemment sans aucun éthanol dans nos verres, on a découvert avec effroi qu'une des participantes au bootcamp, quand ils étaient venus, avait triché à plusieurs reprises en volant des jetons, des tokens, dans la caisse des maîtres de jeu. Alors là, il faudra à terme qu'on ait une musique, un jingle pour les moments dramatiques. Mais sans rire, nous, ça a été une vraie déception, une colère. Un écœurement aussi par rapport au travail qu'on avait mis en place et voire un petit désir de revanche. Et cette trahison, parce que c'est le mot que j'emploierais, a suscité vraiment une avalanche d'émotions négatives. Et d'ailleurs, si vous voyez, j'ai encore un peu les poils qui sont un peu encore hérissés aujourd'hui. Mais surtout, ça m'a amené à une réflexion un peu plus poussée, un peu plus profonde que je vais me permettre de vous partager aujourd'hui. D'autant que dans l'excellent dictionnaire des sciences du jeu, il n'y a pas d'entrée, étonnamment, sur la triche. Dans les sciences du jeu, on n'a pas une entrée de triche. Et je me dis, ça pourrait être intéressant de pouvoir corriger cela. Alors aujourd'hui, je me permets on va essayer de définir qu'est-ce que vraiment la triche, pourquoi certaines personnes se laissent tenter par elle, et enfin, comment on la gère en situation pédagogique, ce qui nous intéresse aussi. Alors pour commencer, selon Cathy Sielen et Eric Zimmerman dans Rules of Play, la triche se caractérise par le fait de violer les règles formelles, généralement de manière discrète, mais intentionnelle. L'intentionnalité est une dimension importante, je pense, dans le but de gagner la partie ou d'avoir un avantage, un bénéfice dans la partie. La tricheuse ou le tricheur ont donc un certain esprit ludique, dans la mesure où ils s'intéressent à l'issue et au résultat du jeu, mais pas forcément dans le respect du processus du jeu. Si on croise des études sur la triche, que ce soit en contexte de jeu, en contexte scolaire ou en contexte commercial, et donc vous retrouvez les sources peut-être dans la bande de discussion à côté, et sinon vous pourrez les retrouver sur le site. Les chiffres oscillent entre 5 et 15% de la population adulte qui triche régulièrement. Et une personne sur deux confesse l'avoir fait ou le faire occasionnellement. Donc c'est une vraie question, et même si on est finalement entre personnes intègres et éthiques, c'est un sujet qui ne doit pas être masqué. Pourquoi on triche ? La triche est souvent influencée par des motivations psychologiques. Et ces motivations, elles sont assez complexes. Donc David Callahan, il a un ouvrage qui s'appelle The Cheating Culture. Il explique que la triche, elle est souvent motivée par la pression de réussir, la peur de l'échec ou l'opportunisme. Les attentes sociétales et les pressions peuvent elles-mêmes s'exercer pour qu'on triche, mais ce qui est intéressant, c'est que Callahan explique que les gens qui le font ont toujours une représentation d'eux-mêmes d'honnêteté, ce qui pourrait paraître paradoxal. Il y a des études très intéressantes qui ont été menées par les équipes de Sung Ji Lee, et elles montrent que les traits de personnalité comme le narcissisme,
le machiavélisme et la psychopathie. Alors je regarde sur les gens qui sont derrière Damien. Ce qu'on appelle la triade noire, ces traits de personnalité sont liés à une augmentation des comportements de triche. Évidemment parce que ces traits on imagine qu'il y a une amélioration personnelle de la perception qu'on va avoir de soi. Je réussis donc je suis plus fort, et donc c'est lié évidemment à la question du pouvoir que l'on veut projeter sur les autres. La théorie de l'autodétermination aussi est intéressante à ce titre-là, mais ce qui est certainement aussi le plus important à voir au-delà des aspects psychologiques que l'on ne peut pas forcément gérer en situation de classe, c'est l'environnement. Et l'environnement, il joue un rôle crucial dans la décision de se mettre à tricher. Donc là, c'est une étude comportementale qui a été publiée dans le Journal of Educational Psychology, et cette étude montre que des facteurs tels que la perception de l'opportunité de tricher et les justifications morales internes jouent un rôle crucial dans la décision de tricher. Par exemple, dans les jeux en ligne compétitifs, où il y a de l'anonymat et il y a de très fortes incitations à gagner parce qu'il y a des classements, parce qu'il y a des récompenses. Ici, tous ces éléments-là contribuent à augmenter la tentation d'aller tricher. On peut donc parfois avoir des joueurs qui rationalisent l'acte de tricher, d'ailleurs en utilisant parfois des logiciels de triche, des codes de triche, en exploitant des failles de jeu. Et ils sont convaincus, en général ces personnes, que ces actions sont nécessaires pour maintenir leur statut ou compenser des compétences comme perçues inférieures. Il y a aussi des fois de la triche pour compenser une compétition qu'on va percevoir comme injuste ou disproportionnée. Et là, il y a des travaux notamment de Petro sur le jeu en ligne Strava, qui est un jeu de vélo, qui sont intéressants à ce titre-là. Sur le plan social, il y a des conséquences. Quand on triche, il y a des conséquences, et ça, elles sont établies depuis assez longtemps, et notamment dans un contexte éducatif. Ça affecte significativement les dynamiques de groupe et la cohésion du groupe. Parce que ça contribue à créer une atmosphère de méfiance, de suspicion, et tous ces éléments-là sont évidemment ce qu'on cherche à prévenir dans un contexte éducatif, scolaire, universitaire. Et donc, il y a une étude qui a été publiée dans un ouvrage qui s'appelle Academic Dishonesty and the Community College. Ça démontre que les effets de la triche dans un groupe peuvent contaminer durablement l'expérience liée au jeu tout au long de la scolarité au sein d'une même institution. On m'a fait faire un jeu en première année. Si on m'a fait faire un jeu et que j'ai perçu qu'il y avait de la triche, si on m'a fait faire un jeu 3 ans plus tard, c'est plus la même personne, mais l'institution l'a permis, et donc j'ai moins confiance dans la structure. Par ailleurs, et ça c'est aussi important à avoir à l'esprit, l'acceptation de la triche et la perception de la triche, ça varie énormément suivant les contextes culturels et historiques. Donc ça c'est un livre, ce qui s'appelle Cross-Cultural Roots of Minority Child Development, Patricia Greenfield, et elle expose comment des normes culturelles influencent la perception de la triche. Et ce qu'elle note, c'est que ce qui est parfois perçu comme une triche dans une culture donnée peut être perçu comme une compétence stratégique dans une autre culture ou pour un autre groupe social. Donc, quand je disais que c'était un peu plus complexe. Là, si je vous donne un exemple, il y a des contextes culturels et des contextes de jeu, dans les jeux de plateau et les jeux de rôle en particulier, la triche est souvent très très mal perçue parce qu'elle conduit à une violation de l'expérience collective, et il y a une certaine inutilité éventuellement à la triche, en particulier pour le jeu de rôle, où l'expérience et les conséquences sont même intéressantes. Il y a pas de perdre, c'est pas rater un lancer de dés. Et donc, dans ces jeux-là, on sous-tend tout le temps un principe de fair play et de collaboration, quasiment. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a des jeux qui intègrent le principe de tricher. Et ça devient une mécanique de jeu. Hasbro a découvert avec son jeu Monopoly, qui est mon jeu préféré, on va dire, mais ils ont découvert qu'il y avait une étude qu'un Américain sur 2 avouait tricher lorsqu'il jouait au Monopoly, en piquant dans la caisse et en sautant, en faisant 1, 2, 4, et puis hop, là on passe par-dessus l'endroit où on aurait dû payer ou aller en prison. Donc... Et ils ont fait une édition qui s'appelle la Cheaters Edition, et donc il y a une vraie édition, et là-dedans, le but du jeu c'est de tricher au maximum, et ils ont légalisé le principe que l'on triche. Il y a d'autres jeux comme il y a la carte dans Munchkin, il y a une carte triche qui existe, et il y a un jeu Illuminati aussi qui est un peu amusant comme petit jeu, où il y a tout un ensemble qui cadre ce que l'on peut faire en termes de triche.
Donc ça, on imagine que tricher, c'est devient une expérience de jeu. Donc ça peut être aussi intéressant si on est avec des publics qui s'y retrouvent dans cette logique-là. Alors pour synthétiser et peut-être avancer vers notre conclusion, on peut dessiner le contour d'une typologie on pourrait s'appuyer sur les travaux de Dan Ariely, qui a écrit un ouvrage assez amusant qui s'appelle The Honest Truth About Dishonesty. Et lui, il suggère que il n'y a pas qu'un seul type de tricheur. Et on le voit nous aussi, les travaux de Michel Bergala, ou là j'ai un petit doute sur Bergada, pardon, sur le plagiat, aboutit un peu à la même chose. On ne plagie pas, on ne triche pas pour les mêmes raisons. Il y a les opportunistes, les tricheuses et les tricheurs opportunistes, ceux qui ne prévoient pas à l'avance de tricher, mais ils vont saisir l'opportunité parce que voilà, ça se présente. Et il y a une faille dans la surveillance, une faille dans le système, et puis pas vu, pas pris, on y va. Il y a les tricheurs et tricheuses habituels, selon lui. Celles et ceux qui vont tricher régulièrement et qui ont intégré ça comme une vraie stratégie d'étude ou de performance. C'est un comportement naturel, normalisé, routinier. Et enfin, il y a les tricheurs et tricheuses sous pression. Ceux qui vont le faire parce qu'ils se sentent dans l'obligation, quelque part, morale, de réussir. Donc ça, on voit par exemple dans les parties familiales où des personnes qui se perçoivent comme le chef de famille ou l'aîné vont se dire je ne peux pas perdre sinon on va penser que mon prestige en prend un coup et vont se mettre à tricher, ce genre de choses, ou dans un contexte scolaire. Alors la triche, elle est là, et je vais conclure en vous proposant 3 pistes pédagogiques pour pouvoir gérer la chose. Première piste, travailler sur l'état d'esprit et l'état de développement particulièrement. Donc ça, c'est une théorie qui a été développée par Carol Dweck. Et donc dans sa théorie, les personnes qui ont un état d'esprit fixe perçoivent la victoire comme une validation de leur identité et la défaite comme un rejet de leur capacité. Et ça, ils disent, il y a des gens qui ont un état d'esprit fixe. Et donc, le fait de gagner ou perdre est très important. Et il essaye de promouvoir les gens qui ont un état d'esprit de développement, qui vont considérer que chaque résultat, indépendamment donc, de la victoire ou de la défaite, qu'il soit positif ou négatif, tous ces éléments-là sont des opportunités d'apprendre. Et c'est c'est un élément qui peut être concrètement mis en place par des séances de briefing et débriefing pour pouvoir justement dédramatiser cette dimension de la victoire. Et de faire que voilà, ce sont des opportunités d'apprentissage, des opportunités pédagogiques, et on n'est pas là pour en fait mesurer qui c'est le plus fort, parce qu'on n'est pas dans la cour de récréation de la maternelle. Piste 2, équilibrer compétition et collaboration. Parce que l'une des solutions serait de se dire, en fait, on va faire que de la collaboration. Et ça, c'est une mauvaise idée, parce que la compétition, elle est très intéressante, et elle motive énormément, et elle permet de créer de l'engagement. Les théories pédagogiques sur la motivation intrinsèque et extrinsèque suggèrent qu'une compétition bien structurée peut stimuler l'engagement des élèves, tout en soutenant les objectifs d'apprentissage collaboratif. Une motivation intrinsèque, où les élèves sont encouragés à apprendre pour le plaisir d'apprendre, est souvent plus efficace et durable qu'une motivation extrinsèque liée à des récompenses ou à des punitions. De toute façon, ça, c'est quelque chose qui est connu sur l'éducation. Il faut travailler sur les motivations intrinsèques, que la personne soit motivée pour elle-même. Donc j'invite vraiment les collègues qui nous écoutent à adapter les jeux pour inclure à la fois des éléments compétitifs et collaboratifs, et ne pas s'ancrer, je veux dire, dans une attitude unique, et qu'on n'ancre pas nos apprenants ici. Il y a des exemples de jeux semi-coopératifs qui sont toujours intéressants. Je pense à Nemesis, à Australia, qui sont des jeux intéressants, des gros jeux, mais qui sont des jeux intéressants semi-coopératifs où on collabore et il y a un peu de compétition. Une autre stratégie pour pouvoir lutter, pour faire ces équilibrages, et d'ajuster en temps réel les règles. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent permettre de contourner parfois. Moi, j'aime pas trop qu'on fasse ça, mais c'est des choses qui peuvent permettre des fois de contourner les stratégies à moyen terme des tricheurs et tricheuses. Et donc on peut simplement aussi introduire un peu plus de collaboration dans un environnement si on sent que ça devient trop compétitif, et inversement. Troisième et dernière piste, promouvoir des jeux sans perdant explicite. Les jeux non compétitifs, où il n'y a pas de vainqueur clair, où il n'y a pas de classement, sont aussi extrêmement efficaces. Et je reviens souvent sur les jeux de rôle, des jeux qui vont mettre l'accent sur les processus d'apprentissage plutôt que sur le résultat final. Ça, c'est des éléments qui réduisent l'anxiété en contexte scolaire, qui réduisent la perception de la performance, et ça encourage une participation qui est plus active. Donc les jeux de rôle sont vraiment une très très bonne solution, parce que la triche est vraiment inutile. Donc vous noterez, ma chère Florine, mon cher Damien,
que dans aucune de ces 3 propositions, j'ai évoqué des stratégies punitives avec finalement plus de surveillance, en se disant si j'ai plus de la triche, je vais m'arranger pour plus surveiller. À mon avis, et ça c'est la même chose pour plagiat, c'est pas la solution. Si j'ai la suspicion, je vais travailler. Déjà, c'est pas mon métier, je suis pas surveillant, je suis enseignant. J'essaye de développer les personnes. Et puis, c'est essayer de créer les conditions de la confiance, et ça se travaille. En amont de l'expérience de jeu, on travaille ce qui va faire qu'une expérience sera réussie ou non, et notamment d'avoir un environnement sain. Donc, je dis pas que la triche, faut la tolérer, il faut au contraire la sanctionner, mais il faut apprendre à nos chères étudiantes et étudiants que tricher, quel que soit le résultat, c'est toujours une défaite. Et en fait, jouer avec intégrité, ça, en l'occurrence, c'est toujours une victoire.